En Ouganda, le domicile de l'opposant Bobi Wine n'est plus assiégé par les forces de l'ordre. Elles ont vidé les lieux ce mardi. Leur retrait fait suite à une décision de justice rendue ce lundi. Au Liban, les mesures de restriction contre la propagation du coronavirus étouffent les populations. Ce lundi, elles en sont venues aux mains avec les forces de l'ordre. Le pays reste aussi asphyxié sur le plan économique. Et puis aux États-Unis, la procédure de destitution de Donald Trump s'ouvre le 9 février prochain. L'acte de l'impeachment de l'ancien président américain a été transmis au Sénat, devant lequel il comparaîtra. Et voilà pour le sommaire de ce journal. Bienvenue dans cette édition. En Ouganda, c'est un soulagement pour Bobi Wine, l'opposant. Les soldats se sont retirés ce mardi des abords de son domicile, le domicile du principal opposant au président Yoweri Museveni. Un retrait qui intervient au lendemain d'une décision de justice qui ordonnait la fin de l'assignation à résidence de fait de Bobi Wine. Bobi Wine était de fait bloqué chez lui depuis l'élection présidentielle du 14 janvier, où cet ancien chanteur de raga, devenu député, a fait figure de principal adversaire au président sortant Yoweri Museveni. Ce dernier a remporté le scrutin avec 58,6% des voix, selon les résultats officiels que Wine, environ 35%, a rejeté. Depuis 11 jours, des soldats et des policiers lourdement armés entouraient la maison, empêchant ses habitants, dont l'épouse de l'opposant, d'en sortir. Ils ne pouvaient pas non plus recevoir de visiteurs. Lundi, les forces armées n'avaient pas bougé malgré une décision de justice qualifiant le même jour cette assignation d'illégale. Mardi, les troupes se sont finalement retirées des abords de la résidence, située à la périphérie de Kampala, permettant notamment à Bobi Wine de rencontrer pour la première fois depuis le scrutin des parlementaires nouvellement élus sous la bannière de son parti, la plateforme d'unité nationale. J'ai subi une détention illégale dans ma propre maison parce que le général Museveni n'a pas gagné, a-t-il déclaré à ses élus, ainsi qu'à des supporters, membres du NUP et journalistes réunis dans son jardin. Le gouvernement avait justifié cette assignation à résidence par la nécessité d'assurer la protection du député et d'éviter les manifestations de l'opposition au lendemain de la présidentielle. Nous voulons que Museveni quitte ses fonctions d'ici moins d'1 an, a déclaré Bobi Wine, sans apporter plus de précision. Le parquet guinéen a requis ce lundi 10 années de prison ferme à l'encontre de Mamadi Condé. Il est un opposant à un troisième mandat du président Alpha Condé, poursuivi pour atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, incitation à la révolte. Les détails. Mamadi Condé, un jeune opposant et blogueur vivant alternativement en Guinée au Canada, a été arrêté le 26 novembre 2020 et est depuis écroué à la prison civile de Conakry. Il est poursuivi pour menaces, injures, atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, xénophobie, incitation à la révolte, après avoir publié des textes contre un troisième mandat d'Alpha Condé et des vidéos critiques contre le pouvoir. Le procureur a requis 10 ans de prison et réclamé également une amende de 300 millions de francs guinéens, environ 27 000 euros. Mamadi Condé soutient ne pas reconnaître les faits qui lui sont reprochés. J'ai beaucoup de vidéos dans l'intention de conscientiser le peuple. J'ai fait ces vidéos juste pour donner mon opinion, a-t-il dit lundi à la barre du tribunal. Je demande pardon au président Alpha Condé s'il estime qu'il a été vexé par mes écrits ou autres productions. Le jugement a été mis en délibéré au 8 février. Le procès s'était ouvert le 18 janvier. Les semaines avant et après l'élection ont vu l'arrestation de centaines d'opposants, selon Amnesty International et Human Rights Watch. La Guinée a été le théâtre pendant des mois d'une mobilisation contre un troisième mandat consécutif du président Condé. La contestation, plusieurs fois brutalement réprimée, a fait des dizaines de morts depuis octobre 2019. Alpha Condé, 82 ans, a néanmoins été proclamé vainqueur dès le premier tour de la présidentielle du 18 octobre 2020 par la Cour constitutionnelle. En Côte d'Ivoire, des centaines de candidats sont en lice pour les législatives du 6 mars prochain. 255 sièges dans 205 circonscriptions sont en jeu. Le parti d'Henri Konan Bédié, le PDCI, a positionné près de 140 candidats et laissé une centaine de sièges à son allié, le FPI. Le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, et ses alliés de la plateforme Pro-Gbagbo d'EDS se sont répartis les circonscriptions.
À cet effet, le numéro 2 du PDCI, Maurice Kakou-Gikawe, en convalescence en France, défendra son fauteuil de député à Gagnoa, sous-préfecture, notamment face à Marie-Odette Lerouillon, chargée des femmes au sein du FPI Gbagbo, avec qui le PDCI est pourtant allié pour ce scrutin. À Marcory, le maire, Abi Raoul, portera les couleurs PDCI aux côtés d'un colistier député sortant dans cette circonscription qui compte 2 sièges. Mais il aura face à lui un proche de Laurent Gbagbo en la personne de Damana Picasse, exilé au Ghana depuis 10 ans. Même scénario à Port-Boué où le maire PDCI, Sylvestre Emou, est en lice contre un candidat aligné par l'allié EDS, Justin Kolé-Katina, un autre exilé proche de l'ancien président Laurent Gbagbo. Le PDCI met le paquet sur les régions du centre, mais ne délaisse pas les autres pour autant. Jean-Louis Billon est candidat dans le Hambol, à Dabakala, ville dont il a longtemps été maire. Enfin, dans le Haut-Sassandra, Alphonse Didier Madi, figure du PDCI, a finalement obtenu l'investiture du parti après avoir d'abord déposé son dossier comme indépendant. Au plateau, Jacques Ewuo, maire et député sortant, défendra son siège. Tout comme Yasmina Weyen à Cocody. Elle avait été élue en indépendante en 2016. Cette fois, elle a reçu l'investiture du parti d'Henri Konan Bédié. Et puis, comme un air de revanche, Georges Ezalé tentera de conquérir le fauteuil de député de Bassam 2 ans après avoir perdu la mairie. Dans quelques cas, des candidats des 2 formations briguent le même siège. Les restrictions sanitaires imposées au Liban opposent les populations aux gouvernants. Ce lundi, elles en sont arrivées aux mains avec les forces de l'ordre. On dénombre plusieurs blessés. Reportage. C'est un confinement strict qui est en vigueur au Liban pour endiguer la propagation du nouveau coronavirus. Il était prévu pour prendre fin le 25 janvier, mais il a été prolongé au 8 février. Cette restriction est apparemment invivable pour les Libanais qui sont alors descendus dans les rues de Tripoli, leur ras-le-bol, la faim. C'est à cause de la faim. Les gens ont faim, ils veulent manger. Il n'y a pas d'autre raison que la faim qui pousse les gens à descendre dans la rue. L'État a échoué. L'État est corrompu et gouverné par des voleurs. Les politiciens, n'est-ce pas assez? À cause de la faim, je le jure, certaines personnes démontent des pompes à eau et les vendent pour acheter de la nourriture. Un homme a demandé à sa femme pourquoi nous n'avons pas d'eau à la maison. Alors, il a vérifié et a constaté que sa pompe à eau avait disparu. Les gens ont faim. S'il vous plaît, démissionnez. Le pays de 6 millions d'habitants a recensé jusqu'ici 282 249 cas, dont 2404 décès. Le confinement s'accompagne d'un couvre-feu de 24 heures et d'une fermeture des commerces. Des exceptions pour le personnel médical ou les journalistes et des attestations de sortie sont prévues pour certains déplacements. Le pays est englué dans sa plus grave crise économique avec une dépréciation historique de sa monnaie, une hyperinflation et des licenciements massifs. La moitié de la population vit désormais dans la pauvreté. Une grogne du président sud-africain à la virtuelle séance du Forum économique mondial 2021, Cyril Ramaphosa a déploré la course au vaccin telle qu'elle est actuellement menée par les pays européens. Ils appellent notamment à partager leurs stocks. Les laboratoires fournisseurs des vaccins homologués contre le nouveau coronavirus sont assaillis de commandes, essentiellement des pays européens qui, au dire du président sud-africain, en ont plus qu'il n'en faut. À l'heure qu'il est, les pays riches du monde entier s'accrochent à ces vaccins et nous leur disons distribuez ces vaccins en trop que vous avez commandés et que vous gardez précieusement en stock. Il est inutile pour un pays avec une population d'environ 40 millions d'habitants d'acquérir 120 millions de doses ou même 160 millions. Le monde a besoin d'accéder à ces vaccins. L'Afrique du Sud, pays le plus touché du continent, attend toujours de pouvoir payer des vaccins et ils lui seront vendus 2 fois plus cher que le prix auquel les pays européens en prennent, selon un communiqué. Il y a un danger à ne pas favoriser l'accès à tous aux vaccins, quel que soit le pays, soutient le président sud-africain. Le prix des doses est actuellement un sujet mondial sensible, de nombreuses négociations étant en cours avec les laboratoires pharmaceutiques.
L'Organisation mondiale de la santé a récemment appelé les gouvernements à cesser les négociations bilatérales avec les laboratoires au risque de faire grimper les prix. Première puissance industrielle du continent, l'Afrique du Sud est en difficulté pour financer l'immunisation d'une population de 59 millions de personnes et fait partie du dispositif COVAX de l'OMS pour un accès équitable au vaccin. Aux États-Unis, les démocrates tiennent à la destitution de l'ancien président Donald Trump. Son acte d'accusation a été formellement transmis au Sénat, qui devra donc convoquer l'ancien président en vue de son procès attendu pour s'ouvrir le 9 février prochain. Nous vous proposons ici un extrait des chefs d'accusation auxquels Donald Trump devra répondre. Au cours des mois précédant la session conjointe, le président Trump a fait à plusieurs reprises de fausses déclarations affirmant que les résultats de l'élection présidentielle étaient le produit d'une fraude généralisée et ne devaient pas être acceptés par le peuple américain ni certifiés par les fonctionnaires des États ou de la Fédération. Peu avant le début de la session conjointe, le président Trump s'est adressé à la foule à l'ellipse à Washington, D.C. Là, il a réitéré les fausses affirmations suivantes. Nous avons gagné cette élection et nous l'avons remportée par une victoire écrasante. Il a également délibérément fait des déclarations qui, dans leur contexte, ont encouragé et probablement entraîné des actions anarchiques au Capitole, telles que « si vous ne vous battez pas comme un fou, vous n'aurez plus de pays ». La conduite du président Trump le 6 janvier 2021 a fait suite à ses efforts antérieurs pour renverser et entraver la certification des résultats de l'élection présidentielle de 2020. Parmi ces efforts, il y a eu un appel téléphonique le 2 janvier 2021 au cours duquel le président Trump a exhorté le secrétaire d'État géorgien Brad Raffensperger à trouver suffisamment de voix pour renverser les résultats de l'élection présidentielle en Géorgie et a menacé le secrétaire Raffensperger s'il ne le faisait pas. Mesdames et messieurs, ici se referme cette édition. Merci de votre attention. Au revoir.